Vous ne devez faire prendre aucun risque à une population qui va bien. Je pense qu'il y a beaucoup de généralistes, malgré tout, qui ont prescrit des protocoles d'antiviraux où, à l'évidence, l'hydroxychloroquine, ça sert à quelque chose. Et les gens, ils ont de la merde dans les yeux, quoi. Je sais pas comment dire. Il faut lire les études pour de vrai. Il faut arrêter de regarder la méta-analyse de BFM. Si vous regardez les 123 études ou plus maintenant, à l'évidence, ça sert à quelque chose. À quel point ça sert à quelque chose, je sais pas vous le dire. Mais je pense que c'est vraiment utile et que ce serait dommage de s'en passer. Et là, c'est un vrai scandale ce que fait la NSM. Vous avez toujours le droit d'utiliser des médicaments hors AMM, c'est-à-dire hors de ce qu'a prévu le fabricant du médicament. Et on passe notre temps à le faire. 80% des médicaments ou 90% des médicaments qu'on utilise, on les utilise hors AMM. Et c'est encore pire en pédiatrie. En pédiatrie, tous les médicaments sont hors AMM par définition, ou chez la femme enceinte. Donc, en fait, ça veut dire que c'est la responsabilité du médecin. Mais en fait, c'est pas une nouveauté. La prescription, c'est la responsabilité du médecin. Olivier Véran n'ira jamais en tôle parce qu'il y a eu un effet secondaire sur un médicament que j'ai prescrit. Le président de la NSM n'ira jamais en tôle parce qu'il y a un effet secondaire sur un médicament que j'ai prescrit. C'est moi qui irai. Et donc, ça veut dire qu'ils prennent des responsabilités qu'ils n'ont pas à prendre, en fait. Et qui, en plus, sont déplacées. C'est-à-dire, actuellement, la NSM, disant d'un côté, oh là là, on ne sait pas, il faudrait peut-être pas utiliser l'hydroxychloroquine. Et pendant ce temps, ils permettent au remdesivir, qui est bourré d'effets secondaires, d'être distribué gratos. L'espace du débat démocratique, là, actuellement, la décision est prise par quelques personnes dont eux-mêmes, on peut se demander s'ils sont incompétents, prolétarisés, malhonnêtes, s'ils sont les marionnettes du grand capital. Voilà. Et ces crises-là sont pas nouvelles, si vous voulez. Qu'il y ait une corruption systémique dans le monde politique, dans le monde scientifique, c'est pas nouveau, on le découvre pas avec le Covid. Hein. La publication sur la corruption systémique en santé et dans la publication scientifique, elle date depuis plus de 15 ans. Il y a plus de 2000 références universitaires sur le sujet. Il y a déjà 3 éditeurs en chef ou 4 éditeurs en chef de grandes revues qui se sont exprimés, que ce soit Richard Horton, Kamran Abbasi ou d'autres qui en ont déjà parlé. On sait très bien que les études sont frelatées et qu'elles servent à vendre des médicaments, avant même de servir à nous faire savoir s'il y a de la réalité. Sauf qu'on n'a pas d'outils bien meilleurs, et donc on sert quand même de ça, parce qu'il y a quand même des scientifiques intègres. Pareil au niveau politique. La mortalité globale de cette épidémie, aux alentours de 0,05 pour 1000, mortalité, c'est-à-dire sur toute la population, fait que 99,95% des gens survivent. Il faut rassurer les gens, vous pouvez souffler un grand coup. Collectif Réinfo Covid, qui est-ce qu'on a pris l'initiative? C'est vous? Alors, c'est un collectif qui n'a pas de structure juridique, en tout cas pour le moment. Donc, nous sommes un collectif informel et nous cherchons à rester sous les radars quelque part. Il n'y a pas d'argent, c'est quelque chose d'assez précieux. Et le principe même est le don, en fait, pour le moment, le don de compétences, d'intelligence. Donc, le collectif, initialement, était un collectif de soignants, de médecins, de chercheurs, d'universitaires, et puis par la force des choses, des citoyens nous ont rejoints, des chefs d'entreprise, des restaurateurs, des artistes, et on est très attachés à ça, parce qu'on pense qu'on a vraiment besoin de beauté dans le moment actuel, c'est quelque chose qui manque, on ne montre que de la noirceur, de la laideur et de la peur, et on a posé d'emblée des raisons d'être. Ces raisons d'être sont au nombre de 4. La première est d'essayer de sortir nos concitoyens et nos décisionnaires de la peur, parce qu'on pense que tout le monde a peur. Des gens qui ont peur du virus, des gens qui ont peur pour leur vieille maman ou pour leurs grands-parents, des gens qui ont peur des vaccins, de Bill Gates, de George Soros, peut-être qu'ils ont raison, des gens qui ont peur de perdre leur boulot ou qui l'ont déjà perdu, peur d'être à la rue, des gens qui ont peur de tous les côtés en fait. Et donc on cherche à lever cette peur parce qu'on pense qu'elle paralyse l'action, qu'elle interdit aux gens de rentrer dans la matière et de pouvoir interagir avec le monde. La deuxième raison d'être est l'idée de rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique, parce qu'on pense qu'il est complètement verrouillé actuellement. Le débat démocratique est confisqué, en fait, par une sorte de... Nous, on appelle ça un déferlement totalitaire. Ariane Billéran, qui est normalienne et qui travaille avec nous, qui est psychologue spécialisée dans la paranoïa et le pouvoir, le décrit très très bien. On est dans un moment paranoïaque de l'humanité, comme il y en a déjà eu plusieurs fois. En fait, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on voit tous les éléments se mettre en place de ce déferlement totalitaire sur un motif sanitaire. Et on a l'impression que des Khmers blancs, au sens
de Khmer rouge, puis Khmer vert, puis Khmer bleu du néolibéralisme mondialisé. On a maintenant des Khmer blancs, technosanitaristes, qui ont pris le pouvoir sur nos vies, cherchent même à rentrer chez vous, en fait, à vous expliquer avec qui vous avez le droit de passer les fêtes et le nouvel an, et qui vous devez embrasser, ne pas embrasser. Cette intrusion interstitielle dans vos vies est insupportable, en fait. On doit se prémunir de l'arbitraire du roi. Les Anglais ont inventé la Magna Carta et l'habeas corpus justement pour se prémunir de l'arbitraire du roi. Et on a un problème démocratique actuellement, à la fois dans cette intrusion et à la fois dans les prises de décision qui sont prises par un conseil scientifique et un conseil militaire. Ça nous semble absolument anormal et on cherche à rouvrir ce débat démocratique. On cherche à rouvrir le débat scientifique aussi. On pense qu'il a été absolument confisqué par la narration de la peur, de la précipitation. La science elle-même tombe finalement. On se rend compte que l'evidence-based medicine, nous on appelle ça comme ça, c'est la médecine basée sur la preuve, c'est-à-dire cette idée d'utiliser l'outil statistique comme un fil à couper le beurre méthodologique pour dire la vérité, est en fait un système industriel de création du savoir qui a toutes les subversions des modèles industriels, quels qu'ils soient, c'est-à-dire qui sont sensibles aux enjeux d'argent, de rentabilité. Aujourd'hui, un chercheur publie pour avoir ce qu'on appelle des points SIGAPS qui rapportent de l'argent à son laboratoire. Il publie pour être professeur, il publie pour être agrégé, on publie pour passer sa thèse de sciences ou sa thèse de médecine. Et les enjeux ne sont plus de comprendre réellement, à telle enseigne que différents éditeurs en chef, que ce soit du New England Journal of Medicine, du Lancet et très récemment Kamran Abbasi du British Medical Journal, ont dit que la science était passée du côté obscur. C'est-à-dire qu'elle ne servait plus réellement à comprendre les maladies ou à soigner les gens ou à guider les médecins et les soignants dans leur pratique, mais bien à générer des profits. On a un vrai problème de ce côté-là et je crois qu'il est très intéressant de lire le dernier éditorial de Kamran Abbasi dans le BMJ qui s'appelle COVID-19, Politicization, Corruption and Suppression of Science. Et il parle assez spécifiquement des vaccins. Je trouve que c'est très, très riche d'enseignements. Donc on cherche à rouvrir le débat scientifique. L'histoire de Gilead et du remdesivir et de l'hydroxychloroquine est vraiment un point d'orgue en fait dans la crise qu'on traverse autour de cette création du savoir scientifique et médical. Pour ceux qui douteraient encore, vous pouvez regarder le fait que toute l'équipe de l'IHU de Marseille et de Didier Raoult a mis l'ensemble de son jeu de données, son dataset, en libre accès. Et donc, la démocratie scientifique qui n'existait pas, cette science participative qu'on appelait comme un vœu pieux depuis plusieurs années, en fait, est mise en place par cette équipe même qui est critiquée sur sa transparence. Là, toutes les données sont transparentes. Ils ont même laissé toutes les autres équipes scientifiques y avoir accès pour publier à partir d'elles. Non, Didier Raoult ne fait pas partie de notre collectif. Comme vous l'entendez dans les raisons d'être du collectif, on a une ambition politique, politique au sens noble du terme, c'est-à-dire s'occuper de la chose commune, de la vie de la cité. Et Didier Raoult s'est toujours défendu d'avoir une vocation politique qui reste sur cette posture scientifique, d'essayer d'élaborer le savoir, de défricher les mensonges et les vérités. Et donc, mais par contre, on est très en lien et on est très content qu'ils nous apprennent énormément de choses. Vous et moi avons appris plus de choses sur le Covid-19 par les vidéos YouTube de l'IHU que par n'importe quelle autre publication scientifique. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau, en fait, en sciences. Ce serait très intéressant à gratter en termes d'épistémologie, parce qu'il se passe vraiment une espèce de basculement épistémologique sur la création du savoir. La troisième raison d'être du collectif, c'est d'essayer d'infléchir la politique sanitaire pour qu'elle soit plus juste et plus proportionnée, et d'essayer de proposer des solutions alternatives. Il ne s'agit pas simplement de s'opposer, de dire non, il s'agit d'être critique, et que de cette critique émerge quelque chose de constructif. Donc on a cette ambition-là d'influer la politique sanitaire. Et puis la dernière raison d'être, c'est de mettre en lien tous ceux qui veulent agir. Et ça, on peut le constater de semaine en semaine. On a isolé les gens, on les a mis seuls face à leur écran numérique, se faire hypnotiser toute la journée. On dit de longue à Marseille, se faire hypnotiser de longue par BFM TV, pour les maintenir dans la peur, la culpabilité, avec une espèce de scansion traumatique extrêmement brutale, qui est dans un registre psychologique de l'ordre des enfants battus, en fait. C'est comme quelqu'un qui vous retaperait dessus systématiquement, voilà, pour vous maintenir sous sa coupe, dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, la victime, le bourreau et le sauveur. Donc les gens oscillent entre être la victime, le sauveur et le bourreau, et de même du côté du pouvoir politique, médiatique et économique. Donc nous, on cherche à mettre en lien tous ces gens qui sont isolés, à ce qu'ils puissent avoir des mains dans la matière, à ce qu'ils puissent recommencer à pouvoir interagir avec le monde, parce qu'actuellement, nous sommes maintenus dans un état d'impuissance systématique, comme face à un mur de verre où rien ne pourrait changer,
même si les gens sont conscients et sont aussi conscients de leur impuissance. Et on cherche à redonner de la puissance aux gens, à leur permettre de se réindividuer et de pouvoir interagir les uns avec les autres, parce qu'on pense que les humains sont des êtres de lien, des êtres d'amour, des êtres de partage. Ils ne sont pas faits pour vivre masqués, loin des autres, en ayant peur les uns des autres. Loin de là, nous sommes des êtres politiques, au sens noble du terme. L'humain est un animal politique, une citation. Et comment est-ce qu'on fait ça? On permet à des collectifs de se former localement, partout en France, en fait. Et il y a même des bébés Réinfo-Covid qui sont en train de se former un petit peu partout, c'est-à-dire des antennes locales. Et on est dans une structure qui est dans une gouvernance très alternative. On essaie de maintenir le juste niveau de tension entre la raison d'être collective, ou les raisons d'être, et l'étincelle individuelle, permettre aux individus d'émerger sans qu'ils deviennent des tyrans, et puis sans non plus que l'horizontalité soit absolument bloquante ou paralysante pour les gens. Donc, ni une tyrannie communiste, ni une tyrannie néolibérale du start-up soi-même, dans la juste interaction entre les deux. Et donc, les gens nous écrivent individuellement quand ils sont perdus ou seuls, et puis on les met ensemble, en fait. On les rapproche de collectifs locaux, et c'est une grosse partie de notre travail. Les gens qui vous écoutent, qui nous écoutent, à mon avis, sont frappés par comment dirais-je, la bonne foi, l'honnêteté intellectuelle qui est la nôtre. Et est-ce que quand vous parlez à des gens du ministère de la Santé, de la NSM ou de Dieu sait où, est-ce que vous avez le sentiment de cette même honnêteté foncière de gens qui cherchent le bien commun, la res publica, ou bien de gens qui, de toute façon, ont une idée préconçue et de toute façon appliqueront une politique, quoi que vous puissiez leur dire comme argument? Une partie de la réponse peut résider dans la lecture de deux publications de la Haute Autorité de Santé, qui est haute et autoritaire. Donc déjà, son nom vous dit un peu la couleur. La Haute Autorité de Santé a publié un premier communiqué disant nous ne savons rien de ces vaccins, s'ils sont efficaces, s'ils ne sont pas toxiques, s'ils ne sont pas dangereux, etc. Quelque chose d'assez honnête, en fait, sur l'état de la connaissance. Et puis, un deuxième communiqué d'emblée, en même temps, le « et en même temps », vous savez, Oui. ce fameux « et en même temps » qui est le premier cours de programmation neurolinguistique. C'est-à-dire que si vous dites « mais », c'est le grand annulateur. Donc, il faut toujours dire « et en même temps » pour pouvoir mentir éhontément en permanence et laver le cerveau des gens. Le deuxième communiqué, c'était il faut augmenter l'acceptabilité vaccinale. Et donc, nous devons intervenir dans les réseaux sociaux avec des leaders d'opinion. Nous devons faire taire les voix dissidentes ou ceux qui critiqueraient la vaccination. Nous devons faire un lavage de cerveau médiatique extrêmement intense pour que l'acceptabilité du vaccin soit de toute manière maximale. Donc, vous avez les deux à la fois. Et donc, c'est une partie de la réponse à votre question. C'est que je crois, dans toutes ces instances dirigeantes, nous avons un problème de corruption systémique. Systémique, ça veut dire que ce n'est pas forcément les gens qui sont méchants. Ils sont pris dans un système qui est devenu fou. Mais que ce système se désagrège de tous les côtés. Et quand le système se désagrège, les grains qui le composent s'échappent. Et là-dedans, vous allez avoir quelques pervers paranoïaques. Et je dis pervers paranoïaques parce que je le pense. Je pense que l'argent et le pouvoir drainent la perversion et la paranoïa. Les gens normaux, ils ont un peu de pouvoir, un peu d'argent, ça leur va, quoi. Ils n'ont pas besoin. Un restaurateur du coin, il est content comme ça, quoi. Il n'a pas besoin de devenir une multinationale. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par des multinationales qui sont les structures les plus perverses et les plus paranoïaques, paranoïa, j'entends qu'elles décident d'imposer aux autres leur vision du monde de manière unilatérale. Et perverse en ce sens qu'elles tournent en permanence le langage, les pensées, les émotions pour aller vers leur dessein. Donc nous avons un système qui est malade, mais il en émerge très peu d'individus qui, eux, sont malades et qui, en fait, ont orchestré et mis en place ce système, et une immense majorité de gens bien. Et ça, c'est extrêmement rassurant. C'est que la science se désagrège et vous voyez apparaître les scientifiques intègres et honnêtes. Et puis les quelques-uns qui passent dans les plateaux télévision, qui en fait sont extrêmement malhonnêtes, extrêmement corrompus. La politique est en train de se désagréger. Actuellement, les votes, la loi de bioéthique a été votée à 35 députés à 3 heures du matin, sur quelque chose qui concerne absolument tout le monde. C'est un scandale sans précédent. Les gens devraient descendre dans la rue pour ça. Et donc, nous allons voir émerger les politiciens intègres et honnêtes, et les quelques-uns pervers et paranoïaques. Voilà. Pour ce qui est de la relation que nous avons avec eux, en fait, aucune. Nous sommes sous le coup d'une omerta, à la fois médiatique et à la fois, c'est-à-dire que quand je suis invité sur un plateau de télévision mainstream, en gros, c'est pour un dîner de cons. C'est-à-dire,
vous laisse 3 minutes entre deux commercials ou entre deux autres personnes qui vont dire l'inverse. Sur BFM, on vous mettrait un bandeau complotiste en même temps, Macron, le nouveau génie, de l'autre côté, en même temps que vous essayez de dire quelque chose. Je connais tout ça, oui. Ça, Noam Chomsky l'a très bien décrit dans Manufacturing Consent. Faut relire cet ouvrage majeur, en fait, qui explique la fabrique de l'opinion publique par les médias de masse. Et ce fait de vous laisser un tout petit temps pour essayer de développer une idée complexe dans une narration qui est extrêmement bien tenue et qui fait que vous apparaissez comme un fou. Puisque si vous avez 3 minutes pour expliquer que l'Union européenne ne peut-être pas la paix, la liberté, la prospérité, mais que peut-être ce serait un peu plus compliqué que ça, vous allez paraître un fou puisque vous n'avez que 3 minutes pour parler. Donc on a un problème sur la vectorisation médiatique. Et c'est en ce sens que nous, on a tout un champ de notre collectif qui s'appelle Guerre de l'information. Et puis ensuite, vous avez le problème de toucher les gens. Et pour toucher les gens, je crois que au-delà des mots, au-delà de ce que vous dites, il y aura l'intention qui préside à ce que vous faites. Face au déferlement totalitaire qui accourt, nous avons eu la tentation, et c'est la tentation pour de très nombreuses personnes, d'avoir un déferlement de violence dans ce que René Girard appelle la violence mimétique, c'est-à-dire une spirale de violence qui amène jusqu'à un bouc émissaire. Cette tentation, elle est grande, et vous allez voir, par exemple, sur l'histoire de la loi de sécurité globale, probablement des violences dans les rues. Et donc, ça va arriver de toute manière. Nous avons choisi une troisième voie qui est celle de la non-violence, celle de tenir, en fait, de tenir face au déferlement totalitaire un non, parce que non-violence, ça ne veut pas dire vous faire taper dessus, tendre la joue gauche après la joue droite, non, c'est tenir et proposer une autre voie et considérer les gens comme des humains, justement, au-delà du système dont ils font partie. C'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaissent des responsables intègres. Et je crois que c'est exactement le moment de l'histoire où on est arrivé. Voilà, comme je suis médecin, je peux vous faire une prescription, finalement. Éteignez la télé, éteignez vos téléphones portables, et allumez-les juste pour rappeler les gens que vous aimez. Ne faites pas confiance à l'interprétation algorithmique du big data pour vous expliquer ce qu'est le monde, mais au contraire, reprenez contact avec le réel. Touchez des arbres, touchez des gens, dites bonjour à votre voisin, reprenez de la puissance d'agir là où vous êtes. N'espérez pas comprendre le monde de manière trop ample, au contraire, reprenez contact avec la réalité. Et puis, prenez soin de vous d'abord, prenez soin des autres autour de vous, ceux que vous aimez, puis surtout ceux que vous n'aimez pas. Vraiment, il faut en prendre grand soin, parce que si vous êtes en conflit avec eux, vous allez renforcer les conflits. Et puis, prenez soin du monde autour de nous, et partagez vos pépites, partagez vos récoltes, partagez tout ce que vous avez compris du monde avec les autres, parce que c'est de ce partage qu'on naîtra une conscience suffisante pour aller sortir du labyrinthe dans lequel on est emmené, c'est-à-dire on est emmené de gauche, de droite, on nous fait faire demi-tour, pour nous empêcher de voir là où on nous emmène. Là où on nous emmène, c'est une tyrannie technosanitariste où vous n'êtes que, en fait, du bétail. Merci beaucoup, Louis Fouché. C'était tout à fait passionnant.